Bonjour, quelques mots pour vous présenter la masterclass qui a eu lieu il y a quelques jours à ESCP Europe. Cette masterclass portait sur l'évaluation des startups. Alors je vais faire court, cette évaluation est quasiment scientifiquement, rationnellement impossible. Vous allez vous dire, j'ai bien fait de ne pas y aller, mais vous avez un peu tort, car ce n'est pas parce qu'elle est très difficile à réaliser que pour autant nous ne faisons rien. C'est une nécessité, il y a des entreprises naissantes, il y a des échanges, des achats-ventes d'entreprises naissantes, il faut bien que la transaction ait lieu. Alors pourquoi est-ce mission impossible? Eh bien parce que l'évaluation, le processus d'évaluation repose toujours sur des prévisions à peu près fiables de l'activité de ces entreprises et sur des éléments de comparaison vis-à-vis d'entreprises plus ou moins concurrentes. La fiabilité des prévisions n'est pas au rendez-vous, c'est une entreprise naissante, et les entreprises concurrentes, elles non plus, ne sont pas au rendez-vous, puisqu'on est sur un secteur qui généralement est un secteur lui aussi naissant. Alors comment fait-on? Eh bien, on fait du mieux qu'on peut. On va se raccrocher à quelques indicateurs d'activité, quelques clics de souris, quelques clients qui sont en portefeuille, ou encore sur les facteurs de production, c'est-à-dire sur les équipes, les hommes et les femmes qui sont aux manettes dans cette entreprise. Mais vous le voyez bien, de toute façon, l'évaluation d'une start-up sera un pari, sera l'expression des convictions des investisseurs. Et plus que jamais, le mot entrepreneur sera à l'œuvre dans cette activité d'investissement en capitaux propres dans une start-up. Alors néanmoins, comme je vous le disais en introduction, les start-up font l'objet d'échanges. Il y a des achats-ventes de titres de propriété, c'est-à-dire d'actions relatives à ces start-up. Ces échanges donnent lieu à négociation. Alors si on n'a pas de méthode universellement reconnu pour évaluer les startups, cela veut dire que acheteurs et vendeurs vont partir sur des valorisations très différentes et il est assez peu probable qu'ils se rencontrent autour d'un prix. Que fait-on? Eh bien, on va avoir recours en fait à une ingénierie juridique. Si le prix est difficile à fixer, on ne va pas le fixer définitivement lors de l'achat, on va le fixer provisoirement. Et on va mettre en place tout un ensemble de mécanismes juridiques qui permettront de réviser le prix. Alors ces mécanismes sont très nombreux. Ça peut être tout simplement une révision de prix, c'est-à-dire que le prix terminal de la transaction sera fixé dans un premier temps lorsque l'on achètera les actions, mais révisé et contractuellement, acheteurs et vendeurs s'y engagent, mais révisé d'ici 2-3 ans, généralement c'est 3 ans, lorsque l'on aura quelques performances de la société. On a parfois aussi recours à des mécanismes un peu plus subtils qui vont marier les droits politiques et les droits pécuniaires des actions. On va accorder plus de droits politiques au personnel qui est en charge de la direction et en contrepartie de ces droits politiques accrus, on va amoindrir leurs droits pécuniaires que l'on va confier bien sûr aux autres investisseurs en capitaux propres qui auront moins de droits politiques. Et là encore, les formules juridiques sont assez nombreuses et ces formules juridiques donnent lieu à émission de produits financiers relativement élaborés, relativement complexes, que on va évaluer. Tous ces mécanismes sont bien sûr décrits dans la formation ingénierie financière et fiscale et je vous invite à venir nous y retrouver.